Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR. Shai, il y avait quelques matchs au programme. Je te propose qu'on commence par roulement de tambour, par les Nuggets. Les Allez, Nuggets qui ont battu les Knicks 113-100. Les Nuggets qui montent en puissance. On sent que là, on a affaire aux champions NBA. Pourquoi je dis ça? Généralement, l'équipe qui est championne, l'équipe, les grands favoris, ils montent en puissance à ce stade de la saison, autour de février, juste après le break du All-Star Game. Et devine quoi, Shai? Depuis le break, Denver, c'est 13 victoires en 15 matchs et on a un Michael Porter Jr. qui lui aussi monte clairement en puissance. Il a plus de 20 points en moyenne depuis le break. Il a mis 31 points hier cette nuit à 13 sur 16 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il est devenu le recordman du nombre de paniers à 3 points sur une saison pour un joueur des Nuggets. mmh, Il y a eu également 30 points, 14 rebonds, 11 passes pour Jokic. Et donc les Nuggets toujours en course, plus que jamais en course pour la première place, mais surtout on sent voilà, que ça y est, le champion se met plus ou moins en mode playoff. c'est ça. Bah, ils ont 2 matchs de moins qu'OKC, donc la lutte va continuer, de plus pardon, qu'OKC, la lutte va continuer. Bah, tu as raison, c'est une montée en puissance qu'on a senti venir, progressivement, c'est à la fois une montée en puissance et je les trouve le fameux mode croisière, cruise control, tu sais, depuis le début de la saison quasiment, ils ont jamais paniqué, quand ils ont eu deux trois moments un peu plus compliqués. Jokic, enfin, ça se traduit aussi par le niveau de jeu de Jokic qui est aussi assez constant cette année et par contre là, Michael Porter Jr., monte effectivement en puissance et on sait que c'est aussi son niveau de jeu qui a changé les choses, l'année dernière et qui leur a permis d'être aussi fort en playoff et en fait, depuis qu'il a dit ces conneries sur le basket féminin, il est il a pris un petit bad buzz et depuis, j'ai l'impression qu'il s'est bien concentré sur le terrain et ça fait qu'il est excellent. Il est tellement confiance qu'il se permet de tenter des dunks après passe auto-passe contre la planche et comme cette nuit et effectivement adresse incroyable, 13 sur 16, il y a tout qui rentre et ça leur permet de battre les Nuggets. Je vais y arriver ce matin, Les les Knicks. Knicks. Voilà. C'est simple, là, en 3 semaines, il a 3 matchs à 30 points, il n'en avait que 1 sur le début de la saison. Donc en 3-4 mois, il avait un match à 30 points, là, il y en a 3 en 3 semaines. Hem, bon, il passe pas la balle, hein, mais c'est pas son rôle. Je pense que sa montée en puissance, non seulement c'est quelque chose d'important, mais je pense même que c'est le next step pour Denver pour vraiment s'affirmer comme une dynastie. Je vois plus loin que cette année, c'est que Michael Porter Jr. continue de passer un cap. C'est quand même un joueur qui était le plus grand talent de sa génération, plus ou moins, un des plus grands talents, en Mmh. tout cas un des 3 plus grands talents de sa génération. On l'oublie parce qu'il a été drafté en 14e position parce que son pied, son dos, il y avait des Mmh. pépins de santé. Mais c'est un mec qui aurait dû être un premier choix ou deuxième choix de draft à la base. Et voilà, on n'y pense pas spécialement quand on regarde l'effectif des Nuggets, se dire ah bah c'était une bonne équipe qui a eu potentiellement un deuxième choix de draft, mais c'est quand même un peu le cas. Et sa montée en puissance, elle est importante. Les Nuggets, je pense qu'ils ont aussi ce mode un peu croisière parce qu'ils sont pas forcément challengés, tu vois. Mmh. Mais hier soir, ce qui est intéressant, c'est qu'ils gagnent tous les cartons. Dans le quatrième, les Knicks reviennent à 2 points, 90-88, ça revient à 2 points. Et là, il reste, je sais pas, 8-9 minutes. Michael Malone relance ses titulaires et c'est de nouveau l'écart, il repasse. Tu vois, Mmh. en fait, ils savent faire le job. Quand il y a le 5 majeur, ils savent faire le job. C'est ça, on a toujours il y a les questions autour de leur banc, de la jeunesse de leur banc, mais moi je les trouve plutôt satisfaisants. Je trouve qu'ils eux aussi, prennent de l'expérience. Mais, pour revenir à Michael Porter Jr., ce qui est intéressant aussi, c'est que, il y a il a choisi entre guillemets «la voie de la patience et de la maturité». C'est pas évident parce qu'il y a eu des périodes de son début de carrière où tu sentais qu'il avait envie d'être la première option d'une équipe. Tu sais, c'est aussi ça, il y a des joueurs qui doivent être capables d'accepter d'être, numéro 2, numéro 3. J'étais pas sûr du tout qu'il arriverait à se faire à l'idée de pas être, la star de l'équipe et là, ça fait plusieurs saisons, c'est la deuxième saison de suite où j'ai l'impression qu'il a compris, qu'il est content d'évoluer là-dedans, qu'il y a pas de caprice il s'était quand même pris la tête pas mal avec, Michael Malone, hein, il y a 2-3 ans. Enfin, pendant les playoffs, il dit: «Je comprends pas qu'on me passe pas la balle», enfin des choses, qui peuvent sembler lunaires aujourd'hui, mais le côté maturité de son jeu est extrêmement important et le côté prise de responsabilité quand les Nuggets en ont besoin. Il a la taille qui est importante. Tu parlais, récemment de la taille des Nuggets, du fait que c'était une équipe, qui pouvait jouer aussi sur cet atout-là et Michael Porter Jr. l'exprime, l'illustre très, très bien et quand il est, à ce niveau-là offensivement, tu as raison, c'est un top talent offensif, on s'en rend peut-être pas encore, assez compte, mais il est incroyable en termes de shoot, de tout ce qu'il est capable de faire, c'est un top talent et c'est pour ça que je crois aussi au côté dynastique de Denver ou en tout cas ne serait-ce qu'au côté back-to-back parce que c'est des joueurs qui sont pas trentenaires, c'est des joueurs qui ont un talent individuel énorme et qui collectivement
ne se marche pas dessus. Il y a Jokic en leader, Jamal Murray non plus n'a pas l'air d'avoir l'aspiration d'être un franchise player à un moment, Michael Porter Jr. pour l'instant aussi. Aaron Gordon, qui un temps a été le franchise player de son équipe, ou en tout cas présenté comme tel à Orlando, lui aussi c'est un peu greffé comme ça, de cette manière-là. Et c'est ce qui fait le succès de Denver, je trouve. Et c'est vrai que pour Michael Porter Jr., tu as raison, c'est une forme de maturité et d'intelligence, de compréhension, de savoir qu'au final, tu vois, quand il était donc annoncé comme un top talent Mm. générationnel, enfin pas générationnel, on ne parle pas de prospect générationnel, mais comme un top talent de sa Ouais. génération, faut tourner ça comme ça plutôt, il était présenté à Kevin Durant comme beaucoup de mecs grands qui sont capables de Eh oui. shooter, sauf qu'en réalité, il est quand même très loin d'avoir le jeu de Kevin Durant. Mm. Et Michael Porter Jr., bien sûr qu'il serait capable d'être une première option, mais il y a pas photo sur le fait que pour son jeu, c'est, je sais pas, 100 fois mieux, et je pense que je pèse mes mots, de jouer avec un mec comme Jokic, où du coup Porter Junior, il a pas besoin de poser un dribble, Mm. il a pas besoin de subir cette pression. Bah oui, ça peut être cool de jouer des pick and roll, mais honnêtement, c'est pas son jeu. Là, il a juste à courir et shooter. Je pense qu'il adore shooter. C'est son seul rôle à Denver, avec la défense. En tout cas, en attaque, il est là pour profiter, pour d'être plus un rôle de finisseur, mais sans être le créateur finisseur. Il est juste finisseur. Je pense que ça colle beaucoup mieux à son profil. Et ben, tant mieux qu'il ait compris que ce soit mieux pour lui, que ce soit Ouais, plus simple pour lui en tout cas. effectivement. Allez, autre match, je propose qu'on parle de la victoire de Milwaukee contre Brooklyn. Victoire 115-108. Alors, c'est pas la victoire la plus glorieuse des Bucks, hein, qui ont gâché même 20 points d'avance avant de revenir. Mais j'ai envie d'en parler parce que j'ai envie de parler d'une autre montée en puissance, cette fois-ci individuelle, c'est celle de Damian Lillard. Elle te fait plaisir, celle-là. Elle me fait plaisir. Elle arrive aussi au bon moment, un peu comme les Nuggets. C'est Mm. pour ça que je fais le parallèle, que je fais cette transition. Donc Lillard, il a mis 30 points avec 12 passes la nuit dernière. Il vole 2 ballons dans les moments clés, dont Ouais. un qui mène au panier pour repasser devant, parce que les Nets ont quand même, après avoir remonté 20 points d'avance, ont même repris l'avantage. Puis Lillard a volé ce ballon qui a offert à Antetokounmpo un panier. Il met aussi un autre panier un ou deux paniers à 3 points en fin de match, dont un à 40 et quelques secondes du buzzer. Et Lillard, ce qui m'intéresse, c'est que c'est donc son troisième match de suite à 30 points. Les Bucks ont été mauvais sans lui tout au long de la saison. En fait, quand il n'était pas là, je crois que c'était 0-5 le bilan Mm. des Bucks. Mais là, on sent la montée en puissance. Il a aussi sorti un match à 16 passes. Là, il y en a un à 12. Donc, en gros, il est à 31 points, 11 passes sur les 3 derniers matchs. L'échantillon est faible, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a une montée en puissance qui s'affirme. Et pile avant les playoffs, alors là, on sent qu'il prend des repères. On imagine qu'il peut aussi, dans sa vie, intégrer un peu plus se sentir un peu mieux à Milwaukee, et cetera, un peu moins perdu dans la ville, sur le terrain, avec ses coéquipiers, dans le staff. Et on a un Damian Lillard qui arrive prêt, je pense, pour les playoffs. Et ce qui est notable, c'est que là, il l'a fait avec Yanis sur le terrain. Les derniers matchs, les deux derniers, Yanis était absent. Là, Yanis est de retour et je repense toujours, j'ai l'impression que c'est un moment marquant de leur saison quand Yanis dit Ouais, que c'est ton équipe. Lillard, voilà, c'est ton équipe dans les derniers moments, ça doit être ton équipe parce qu'on t'a pris pour ça. Faut pas que tu sois sur la retenue. Tu sais, on avait un peu isolé une action, alors c'est toujours injuste, mais l'action où il refuse un shoot alors que c'est Damian Lillard. Et ça pouvait être aussi lié à la situation personnelle que tu évoquais. On sait les soucis perso qu'il a eu, les difficultés d'intégration même dans son quotidien. Il en a parlé. Là, c'est vrai que sur le dernier match, avec et sans Yanis, il prend confiance dans son jeu offensif. Il a l'air d'être plus à l'aise tout simplement. Et c'est effectivement un très très bon moment pour que ça se produise parce que juste avant les playoffs, si les deux sont vraiment en symbiose et que le fameux pick and roll des deux, cette menace offensive que tout le monde redoutait quand on les a vus s'associer, si elle est active au moment des playoffs, ça change énormément de choses pour Milwaukee, évidemment. Et 14 points justement dans le Money Time, hein. 14 points de Lillard sur les 30 dans le Money Time. Ouais, je pense qu'il hésite moins. Je pense qu'il a. De toute façon, c'était comme ça. Moi, j'aime bien les comparer à Kobe et Shaq. Je sais que on n'est pas du tout sur le même prestige, ni même sur. Voilà, Lillard, c'est pas Kobe. Yanis, c'est pas Shaq. Comparer, ça ne veut pas dire mettre sur un Mmh. pied d'égalité, plus dans le style. Et Kobe, des fois, se comportait comme si c'était son équipe, alors qu'on sait très bien que c'est Shaq qui faisait gagner les. Enfin, c'était Shaq la machine inarrêtable au bout du compte, Mmh. tu vois. Les Spurs, alors pour le coup, les Spurs, c'est pas le meilleur exemple parce qu'ils souffraient aussi beaucoup contre Kobe, mais chaque martyrisait les raquettes adverses. Mais le jeu passait au final souvent par Kobe au début. Et je pense que c'est bon pour Lillard aussi de prendre plein de possessions. Quand il met dedans, ça va ouvrir des espaces. Et quand Yanis il a des espaces, il devient absolument inarrêtable.
Donc ça peut être un tandem qui se tire vers le haut. Je suis content de les voir monter en puissance à ce moment-là de la saison. Vraiment important. Ouais. Allez, on peut passer à une autre victoire, celle de Dallas contre Utah, 113-97. Les Mavs qui reprennent la 6e place du coup. C'est pour ça que je voulais en parler. Ils repassent devant les Kings ont perdu. Donc Dallas reprend la 6e place et encore plus ou moins en course d'une certaine manière pour la 5e. C'est un peu plus loin. Il y a un match et demi d'écart avec les Pelicans qui eux-mêmes ont un match et demi d'écart avec les Clippers. Et Dallas n'a que 0,5 match d'avance sur Sacramento et Phoenix. Ils sont plus près de la 7e et de la 8e que de la 5e. Mais donc Dallas repasse devant. Dallas marche fort. 34 points de Luka Doncic, 24 points de Daniel Gafford et surtout 18 dunks, dont 10 pour Gafford. C'est 10 paniers, c'est 10 dunks. Ça faisait donc la dernière fois qu'un joueur a mis 10 dunks, c'était Rudy Gobert. C'était en 2022. Et la dernière fois qu'une équipe avait mis 18 dunks, je crois que ça remonte à plus de 20 ans. Ah ouais, non, mais c'est 18 son dunks dans le registre et même match. il s'y tient. Il a compris pourquoi il était là. Il le fait très, très bien, Gafford, depuis qu'il est arrivé. Et bon, là, c'était pas un match, ils ont pas non plus ultra galéré. Luka a joué que 4 minutes dans le 4e quart-temps. Il avait fait le job avant. Kyrie n'a pas eu besoin de sortir un match légendaire non plus. Là, cette course à la 6e, c'est en train de se décanter un peu. J'ai l'impression que les Kings et leur irrégularité font qu'ils n'arriveront pas à être dans le coup. Mais Dallas tient bien le choc. Et en parallèle, Phoenix essaie de s'accrocher aussi. Mais Dallas ressemble un peu plus à une équipe qui s'est trouvée et qui a l'air d'être celle qui finira 6e. Alors, ça veut rien dire, je dis ça maintenant, alors que les équipes sont encore quasiment à égalité et qu'il reste du temps. Mais Dallas, il y a quelque chose une forme de sérénité et de certitude que je retrouve pas. Je retrouve un peu moins de l'autre côté. Alors à Phoenix, il y a la certitude d'avoir des talents énormes offensifs, on va en parler aussi. Et Sacramento, il y a moins de certitude aussi. Justement, Phoenix a battu Atlanta 128-115. 30 points pour Devin Booker, 19 points pour Kevin Durant, 21 points pour Eric Gordon en sortie de banc. Les Suns, c'est une victoire importante pour rester au contact de la 6e place. Ouais, ils ont battu Atlanta 22 sur 41 à 3 points, donc ils sont passés. Ils ont eu beaucoup de 3 points. C'est ça. Et je sais que tu es toujours un peu pas sceptique, mais tu te méfies des équipes qui se basent beaucoup sur le 3 points juste avant les playoffs. On sait qu'en playoffs, c'est un peu ça peut être difficile si tu te fies trop aux 3 points, quoi. Mais pour le coup, les Suns, ils ont les 3 meilleurs, ils ont les 2 meilleurs joueurs à mi-distance de la ligue. Je sais déjà qu'ils vont pas se baser sur le 3 points. Le 3 points, ça va être pour tous les autres joueurs autour, mais en playoff, je sais que c'est Booker et Durant qui vont. C'est même leur. En fait, depuis plusieurs années, même déjà quand il y avait Chris Paul, les Suns, c'était l'équipe qui jouait le plus à mi-distance et qui essayait de baser son succès là-dessus. Et je pense que ça sera encore le cas en playoff. Eux, pour le coup, je sais qu'ils ont de la diversité. Peut-être ce qui leur manque, c'est un mec qui va jusqu'au cercle. Parce que Kevin Durant, il le fait plus trop. Booker, il peut le faire, mais ça n'a jamais été le mec le plus aérien de la ligue. Et je pense que Bradley Beal, il peut plus du tout le faire. À mon avis, il est plus physiquement capable. Eux, ce qui leur manque, c'est peut-être ça, un gars qui va aussi avoir du punch pour aller scorer dessous. Slasher. Ouais, un slasher, mais à mi-distance, on va avoir des matchs où Booker et Durant, ils mettent chacun 7 paniers à mi-distance. C'est des 7. Marqué en jump shot, c'est quand même impressionnant quand tu mets beaucoup de points avec que des shoots, quoi. Et je parle même pas de shoot à 3 points. Quand vraiment tu es là, tu travailles ton shoot en sortie de dribble et que tu vas mettre 30 points comme ça, c'est assez impressionnant. Bon, là, Booker, il a mis 6 paniers à 3 points. Bien sûr que là, il y a eu beaucoup d'adresses extérieures. Mais je me dis pas que les Suns se reposent vraiment sur le 3 points. Ouais. Enfin bref. Continuons avec la victoire du Magic contre les Pelicans. C'était un beau match entre deux outsiders, une belle affiche sur le papier entre deux équipes outsiders. Donc du coup, les New Orleans tout comme Orlando. Et c'est Orlando qui a gagné 121-106. La défense du Magic a encore fait des étincelles. Ils ont réussi encore une fois à éteindre leurs adversaires. 20 points, 10 rebonds au space pour Paolo Banchero, deuxième triple-double en carrière. 22 points pour Jalen Suggs. Ça avait mal démarré, Banchero. Il a raté ses 10 premiers shoots. Et après, il a mis 9. Et après, il a enchaîné. Il finit à 9 sur 18. Ouais, il a raté les 10 premiers. Mais oui, Orlando surtout, qui prend la 4e place de la conférence Est, enfin, qui pour l'instant a l'avantage du terrain, qui est sur c'est le 2e ou 3e match de leur. Ils avaient 8 matchs de suite à domicile, et là c'est le 2e ou le 3e. Donc je maintiens que j'ai beaucoup d'espoir pour que ce soit eux qui décrochent le 4e spot. Si c'est New York, ça me va très bien aussi, mais la dynamique du côté du Magic me semble bien. Jalen Suggs revient. Là, enchaîne vraiment des bons matchs, que ce soit en attaque ou en défense, c'est très très bon. Franz Wagner n'a pas besoin de faire des merveilles, il se contente de faire son job et c'est bien aussi. Et là, ils battent une bonne équipe de New Orleans qui elle aussi espère
secrètement prendre la 4e place, mais ce sera plus compliqué. Je pense que les Clippers vont peut-être finalement réussir à s'accrocher, mais je suis évidemment très content de voir le Magic reprendre la 4e place pourvu que ça dure. Ouais, en tout cas, que ce soit 4e, 5e, Orlando, c'est pareil. Encore une fois, ça continue de mettre de la distance avec le play-in, Mm. donc on se dirige vraiment vers une qualification directe en play-off. Je pense que c'est vraiment ce qui compte pour Orlando, c'est de pouvoir Ouais. aller se garantir un tour de play-off. Ça serait une belle récompense pour cette Mm. équipe qui monte en puissance plutôt que de passer par le stress du play-in où tu peux tout perdre sur un match ou deux. Comme tu l'as dit, ils ont plusieurs matchs à domicile. Ils accueillent Sacramento au prochain. New Orleans va à Miami. New Orleans, c'est sur un gros stretch en fait là, de Ouais. matchs importants. Ça peut être un peu plus compliqué. Les Rockets ont battu les Bulls 127-117. C'est un match qui a été marqué par des expulsions. Il y a eu un début de bagarre. Je pense que tu l'as vu. Il y a une grosse Ouais. altercation. DeRozan a envoyé valser Jalen Green. Derrière, il y a Dylan Brooks qui est venu. Bref, il y a eu une mêlée générale. Il n'y a pas vraiment eu de coup. Mais DeRozan, tout comme Dylan Brooks ont été expulsés. Brooks, il a quand même mis 23 points en 25 minutes avant de sortir. Victoire des Rockets, c'est la 7e de suite, avec encore une fois un très bon Jalen Green. C'est le point commun sur ces 7 victoires, c'est Jalen Green. Il y a quand même, Ouais. faut noter qu'il n'y a pas Alperen Sengun et cette équipe s'est quand même réveillée à ce moment-là. Amen Thompson aussi monte en puissance. Donc 26 points de Jalen Green, 15 points, 8 rebonds pour Amen Thompson. Gros match du banc, 49 points du banc. C'est aussi ce qui a fait la diff. Le banc des Bulls a été complètement. S'est fait dominer malgré le retour de Kobe White. D'ailleurs, Dawson Moon, on avait parlé l'autre fois, il a mis 35 points à 13 Il est sur chaud, 18. Ouais, il est chaud patate. Ouais. Mais donc, victoire des Rockets, 7e de suite. Voilà, ça continue de se rapprocher un petit peu de Golden State. Ils sont à 2 matchs et demi d'écart. Peut-être un peu tard, mais ils finissent fort en tout cas. C'est ça. Jalen Green, depuis que je dis qu'il est irrégulier et depuis que Sengun est blessé, il enchaîne les super matchs, les matchs, toujours ce côté fiable que moi je recherche chez des joueurs jeunes. En tout cas, même ne serait-ce que sur une fenêtre de match, réussir à être fiable plusieurs fois de suite, c'est ce qui lui manquait, je trouve. Là, il le fait très bien, c'est excellent. Et c'est, ouais, la fin de saison des Rockets, c'est plutôt cool. Si je repense à Dylan Brooks, quelle surprise de le voir dans une embrouille encore. Il Mais est venu défendre son coéquipier. il est Quoi. allé défendre son coéquipier. Bah, de la faute de Rosanne, d'ailleurs, il se fait éjecter pour la faute, d'ailleurs, avant même l'altercation, je crois. Elle est assez sale, la faute sur Green. Je crois il va coude en avant. Mais il y a Jock Landale à la fin du match dans l'interview qui dit, «Ah ouais, je voudrais envoyer un message à Dylan, mec, t'es plus à Memphis, on a besoin de toi sur le terrain, s'il te plaît, évite de te prendre des expulsions.» Donc j'espère que le message est passé parce qu'effectivement, il est important pour Houston. Alors peut-être pas cette année parce qu'il y aura sans doute pas de play-in, même si leur run est bon, mais pour la suite, il sera important. Pour Jalen Green, c'est un joueur que j'ai toujours aimé perso. Bon, au début, surtout parce qu'il avait du flow. Mmh. Il y a 2 choses. Déjà, il a que 22 ans. Ouais. Je pense qu'il est, je sais pas, il doit avoir que 1 an de moins que certains rookies actuels. Chet Holmgren, il a quoi? 20 ans? 19, donc il aurait 2 ans de moins. Il doit Mais, être sur ou 21, ouais, 21, il 21, doit avoir 21, 21 ouais. ans, tu vois? Faut se rendre compte que Jalen Green, voilà, c'est quand même un joueur encore très jeune. Non seulement il est très jeune, mais en plus, il a été formé à la J-League Init et on le voit par exemple avec Kuminga, un autre grand talent. Je pense que quand tu sors de cette formation qui a officiellement disparu, j'en avais Officiellement parlé dans disparu, ouais. CQFR, c'est Ouais. maintenant officiel, ça n'existera plus. Je trouve que ça n'avait de toute façon pas de sens. Le niveau de la J-League est trop faible. Associer des joueurs aussi jeunes ensemble, ça donnait un truc trop individualiste et nettement moins organisé qu'en NCAA où là certains talents apprennent plus de bases. Donc les gars comme Green et Kuminga, bah, forcément, ils ont besoin de plus de temps en fait pour se développer, non seulement parce qu'ils sont jeunes, mais aussi parce qu'ils sortent d'une formation un peu aléatoire. Et du Ouais. coup, Jalen Green, bah, j'ai de l'espoir moi pour ce gars, tu vois. Et quelque part, bah oui, il fallait plus de temps pour apprendre ce que ça veut dire vraiment jouer, comprendre les histoires de sélection de tir. T'imagines, tu joues en high school, tu prends tous les tirs que tu veux. Après, tu joues en J-League, tu prends tous les tirs que tu veux. Il y a aucune cohérence. Là, voilà, il se retrouve dans une équipe qui commence à jouer du vrai basket avec quelques vétérans. Au final, c'était pas si mal cette idée de faire venir Fred. J'étais sceptique, mais voilà, les vétérans des Rockets, ça a évidemment pas donné de playoff, ça, j'y croyais pas, mais pour le coup, ça donne quand même quelque chose d'un peu plus cohérent. Un Jalen Green, il va pouvoir se développer là-dedans. Et là, maintenant, tu te retrouves avec donc Alperen Sengun, Jalen Green, tu as un duo qui peut faire des étincelles. Amen Thompson est prometteur, Jabari Smith est prometteur, même si je pense que ça sera jamais une star pour le coup, lui, malgré son statut de 2e ou 3e choix. Mmh. Les Rockets,
construisent quelque chose La, d'intéressant. la saison 2, va être bien. Je Exactement. maintiens qu'il y a toujours le bon et le mauvais tanking. Alors, c'est pas du tanking, hein, parce qu'ils avaient une équipe intermédiaire avec des jeunes et des vétérans, mais ils ont réussi peut-être à faire un peu le tri, à voir lesquels étaient prêts. Jalen Green, alors j'espère que du coup, là, il a trouvé cette régularité-là, parce que moi, j'ai toujours été sceptique. Il y a le côté flow, il a Mais ça énormément sera de toujours talent. un streaky shooter, en fait. Ouais. Mais du moment qu'il prend des bons tirs en fait, la question là, c'est même pas de savoir quand est-ce qu'il va les mettre, c'est de Mm. savoir qu'est-ce qu'il prend. Il y a des soirs, il va être à 3/18, Jalen Green. Ça sera jamais un shooter d'élite, je pense. Par contre, Ouais. si c'est 18 bons tirs, bah, tu vis avec, quoi. Tu vis avec Et bah, ouais, il les a pas mis, tu vois? Et tout dépend, quelle va être son approche mentale, c'est-à-dire est-ce qu'il écoute, Ime Udoka qui va être dans une approche plus collective, sur son statut, ou est-ce qu'il écoute Paul George qui lui dit: «Ça doit être ta franchise, c'est toi la star, ils doivent tout faire autour de toi». Ça va aussi dépendre de ça, je pense. Dans le jeu, le talent, il est énorme, il est là, il y a pas de problème, mais du coup, faudra aussi voir avec, Sengun l'année prochaine si ça Mmh. remarche, parce que est-ce que là, ils profitent pas, alors Il a ils plus se de marchent pas ballons. dessus, voilà, bon, ils se marchent pas dessus en théorie, ils sont pas sur les mêmes postes, mais ça va être intéressant de voir, quand ça revient, quand ils seront à nouveau ensemble, la saison prochaine. Je vais faire un peu une théorie de comptoir. Je pense il a la c'est marrant, c'est pas le délit de sale gueule, c'est le délit de belle gueule. Il a un peu je pense qu'on lui prête un peu trop facilement une image de tête de con parce qu'il est le beau gosse, tu vois, Mmh. qui fait des pubs Hugo Boss, jeune qui arrive. Je suis beaucoup plus persuadé que Kevin Porter Jr. était un élément perturbateur, pas forcément pour le vestiaire, hein, c'est pas Ouais. ça que je dis, mais c'est dans sa Mmh. personnalité beaucoup Bah, plus même juste le style spécial, de jeu, quoi, depuis ouais. le départ, Kevin Porter Jr., c'est très, très spécial. Mec qui avait balancé un bol de pas un bol de soupe, ça c'est J.R. Smith, mais il s'est embrouillé avec un coach, Mmh. aussi aux Cavaliers. Jalen Green entouré de mecs plus matures que lui. Non, j'allais trop loin, on n'est pas en late session, j'allais parler d'autre chose. Mais bref, entouré de mecs plus matures que lui, ou de personnes plus matures que lui, suivez mon regard. Pour ceux qui savent, Jalen Green, c'est un mec qui va continuer de grandir et je pense qu'Udoka est un bon coach pour lui. Je pense, par Ouais. exemple, tu vois, tu disais: «Est-ce qu'il va écouter?» Je pense c'est un mec qui va écouter. Après jusqu'où il va aller, c'est pas non plus un talent générationnel, Jalen Green. Il y aura, comme j'ai dit, je pense, sera toujours un streaky shooter. Je pense sera jamais un grand playmaker, mais c'est un peu un aspect de son jeu, sur lequel il peut progresser. Mais voilà, une des progressions à la Zach LaVine, tu vois, par exemple, c'est Mmh. c'est pas impossible, tu vois? Et la saison prochaine, Houston doit viser le play-in, on est d'accord? Enfin, ils peuvent plus dire, Ah ouais. là, les joueurs ont repris un peu d'âge, Même tout le monde peut-être a les vu. playoffs. Ouais, voilà, bah, quand je dis play-off, c'est même si c'est via le play, mais au moins qu'il y ait quelque chose, qu'on les voit, parce que, enfin, tout le monde a vu le niveau de Sengun cette année, Jalen Green monte en puissance, les gars autour dont tu parlais, enfin, Dillon Brooks, Van Vliet, ils ont envie de jouer quelque chose aussi, donc je les attends au tournant l'année prochaine et je suis assez confiant pour eux. Allez, dernier match de la nuit, c'était la victoire de Washington contre Sacramento. Ouais. C'est rare de voir Washington gagner. Victoire 109-102, 31 points de Kyle Kuzma. Voilà, il est de retour. Il a mené son équipe à la victoire. Washington qui peut encore finir avant-dernier. Je crois même que. Non, ils sont toujours à égalité avec Détroit, mais ils ont une défaite de plus. Euh, Sabonis a continué sa série de double-double, 14 points, 14 rebonds. Voilà, bon. La course à Fox haletante. 10 sur 30 au tir. Voilà. Ah! C'est Non, les lâché dans la Kings, défaite. j'ai toujours cette impression avec les Kings, ils me frustrent terriblement. C'est, un jour, ils peuvent taper n'importe qui, le lendemain, ils perdent contre n'importe qui. Il y a peu d'équipes avec lesquelles ça me fait ça et c'est un peu frustrant. Mais, bon, voilà, OK, Sabonis est content, il a fait son 52e double-double mais malheureusement, j'ai l'impression que par rapport à Dallas et Phoenix, ils arriveront pas à aller chercher la qualification directe pour les playoffs, ce qui n'est pas un drame. On peut très bien, avancer, grâce au play-in et je leur souhaite parce que ça reste une équipe que j'aime bien voir jouer mais qui me frustre un peu. Ouais, ouais, je te rejoins tout à fait. On a fait le tour pour la NBA. Shai, avant qu'on termine, on voulait faire 2 petits points. Ouais. D'abord, un point à Wembanyama qui s'est exprimé un peu sur les jeux olympiques. Je vais te laisser nous donner sa déclaration. Ouais, je te la retrouve dans à peu près 1 seconde et demie, voilà. Ouais, il a parlé il a répondu à des questions sur les jeux olympiques et en gros, il a dit donc ils lui ont demandé quelles étaient ses ambitions évidemment. Est-ce que le fait qu'il y ait une dream team, potentielle pour Team USA, ça impactait sa propre ambition? Et il a été, comment dire? Il a montré beaucoup d'ambition, Victor. Les États-Unis, jouer une équipe en poule ou en demi-finale revient au même. Le fait qu'ils viennent au complet est ce qu'il y a de mieux. Je préfère jouer la meilleure sélection de chaque pays plutôt que d'affronter seulement 2 ou 3 de leurs meilleurs joueurs. Et là, c'est là qu'il y a la phrase, alors qui a été, je trouve, souvent un peu raccourcie. Beaucoup de gens ont titré, «Je verrais ça comme un échec si on n'a pas la médaille d'or». Il a plutôt dit: Si on n'a pas la médaille d'or, je verrais ça comme un échec si je pense qu'on aurait pu mieux faire». Donc
On est d'accord que c'est pas, quelles que Mmh. soient les circonstances, tu perds d'1 point contre Team USA en finale, ou enfin, voilà, ou à l'inverse, tu prends une énorme rouste parce qu'il y a le niveau est trop différent. Je pense pas qu'ils vont dire: «C'est un échec retentissant», alors qu'il y avait pas moyen de gagner. Mais donc c'était pour nuancer un peu. Par contre, il dit et il maintient cette ambition: «Je pense que la médaille d'or est très atteignable si on joue de manière à ne pas avoir de regrets». Donc l'ambition est là. Ça me rappelle un peu ce que ce que nous on disait quand on s'est bien planté, avant la dernière coupe du monde où on disait que les Bleus devaient viser la médaille d'or vu le contexte, vu les adversaires qui étaient privés pour la plupart de leurs meilleurs joueurs. Là, voilà, Victor Wembanyama considère que les Bleus doivent jouer, pour la médaille d'or et peuvent le faire. Voilà. Allez, je te propose qu'on termine par un point NCAA. Il y a quand même eu la sortie de route dès le premier tour Ah ouais. de Kentucky. Donc Kentucky, quand même un gros programme coaché par John Calipari. Kentucky qui envoie régulièrement plein de joueurs en NBA, hein, les Booker, les Towns, Anthony Davis, Ouais. voilà, et j'en passe. Tyrese Maxey, Jamal Murray, bref, c'est une usine à talent. Mmh. Là, il y a 2 ils ont 2 jeunes qui sont susceptibles d'être draftés dans le top 10, c'est Dillingham et Shepard et au final, on les verra pas plus longtemps parce qu'ils sont déjà sortis du tournoi. Bah, ouais, c'est assez fou. Bah, dans le podcast que je vous invite encore à écouter, il est toujours d'actualité parce Exactement. que parce que tout le monde n'est pas sorti, mais on a fait une preview, du tournoi NCAA, chez les gars comme chez les filles, les 2 volets sont en ligne sur la chaîne et dans Suite des gars, on parlait, logiquement des 2 gros prospects de Kentucky, à savoir, ceux que tu as cités, Rob Dillingham et Rich Shepard. Malheureusement, on les verra pas parce que Calipari et ses gars ont perdu contre Auckland, donc Les alors Golden Grizzlies d'Auckland. voilà, donc Kentucky qui est alors c'était pas un des ultra favoris cette année contrairement à d'autres années, mais quand même tête de série numéro 3 qui perdent contre Auckland qui est 14, qui est classé 14 et ils perdent, avec une situation qui est vraiment très propre à la March Madness et c'est aussi pour ça qu'on aime ça. Ils perdent contre, une équipe avec, un joueur qui a l'air d'avoir 39 ans, qui sait lui-même qu'il jouera jamais en NBA. Il l'a dit après, les déclats étaient top. Jack Golke qui met 10 paniers à 3 points dans le match. Ils l'ont absolument pas respecté et il leur a fait payer et Kentucky perd contre une équipe qui avait pas forcément vocation à aller loin et lui, sa citation est top. Il dit: «Je sais qu'en face, il y a des gars qui vont être draftés en NBA. Je sais que moi, je vais absolument pas y aller, mais je sais aussi que mon équipe et moi, si on y croit à chaque match, on peut battre n'importe qui» et Il sortait du banc, hein, le mec, hein, au passage. ouais, c'est même pas leur star, ouais, mais ouais, il a la tête du gars dans les films qui réussit un exploit, tu vois? Mais c'est voilà, c'est des belles histoires, c'est des belles histoires, bon, pour l'adversaire évidemment, parce que pour Kentucky, c'est une catastrophe et je suis en train de me demander, si John Calipari devrait pas rejoindre Coach K en retraite à Cancun plutôt que de continuer, parce que là, ça fait quand même pas mal de saisons, ça fait pas mal d'années que Kentucky est beaucoup, beaucoup moins compétitif et ne gagne plus. C'est peut-être le moment de faire un petit break pour John Ouais, Calipari. il a dit qu'il réfléchissait à des changements, justement. Bah, ouais, il faudrait ou même d'approche peut-être, dans la manière de construire les équipes. Le one and done, c'est un peu moins à la mode et ils perdent contre des équipes, qui sont, qui utilisent moins cette stratégie-là, Mmh. parce que c'est quand même la seule très grosse équipe qui est sortie, hein. Toutes les autres, Ouais, grosses têtes de série, North Carolina, Arizona, Iowa State, Tennessee, Kansas, Gonzaga, c'est passé, heu et Kentucky non. Kentucky, ouais. énorme upset d'entrée. Il y a aucun top 5 qui s'est fait sortir sur ce premier tour hormis Kentucky. Enfin, après il y aura encore des matchs aujourd'hui, mais jusqu'à présent sur ce Il qui y a été a joué. il y a la perf de la nuit du gars et donc j'ai découvert l'existence et le nom absolument magnifique, il y a quelques jours, d'Oregon. Jermaine Couinard, je sais pas si tu Ouais, l'as vu celui-là? Cuisinart, ouais, ouais, si j'ai vu, il a Couinard, mis 40 points, c'est ça? 40 points. Couinard écrit Couisnard, il a peut-être des origines, bourguignonnes ou je ne sais quoi. Mais, 40 points et Oregon qui fait un petit upset aussi en sortant, South Carolina qui était 6e et Oregon 11e qui passe, voilà. Et bah, demain, on fera aussi encore un petit point sur le tournoi. On verra, il y aura l'entrée Mmh. en matière de Duke, d'autres équipes. On en parlera brièvement tout au long, à la fin de chaque CSQFR, hein. Il est possible qu'on parle un petit peu, On parlera lundi, ouais, on fera un point lundi du coup parce que là on est en fin de oui, on est semaine, mais vendredi, on fera un effectivement, gros point pardon. lundi. Il y a le tournoi des filles aussi qui commence cette nuit. On fera un petit point rapide à chaque fois si on peut. S'il y a des choses marquantes, on vous les relaiera évidemment. Yes. Et de toute façon, en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts, hein, sur le tournoi NCAA. Mmh. Voilà, présentation du tournoi, des joueurs à suivre chez les garçons comme chez les filles, c'est disponible sur la chaîne Basket Session. Demain, par contre, il y aura un CQFR quand même. On ne parlera pas de NCAA, sauf si vous nous posez des questions sur la NCAA. On verra Absolument. bien, on ne les a pas pour l'instant. Il n'y a que Théo qui est au courant. Donc, on répondra à vos questions dans le 6e CQFR de la semaine. Il y aura le Moop Deep, il y aura le Hoop Culture, tout ça sera ce week-end. Et nous, on se retrouve lundi pour un CQFR spécial. On parlera de NBA et de NCAA donc. Allez, ciao à tous! Ciao.